Bonjour, je suis Elena, voici mon mari Victor et notre fille Paulina, 4 ans, atteinte d'agénésie du poumon droit et de dextroversion cardiaque, son cœur étant à droite. Il lui manque la bronche, le poumon, l'artère pulmonaire droit, soit tout le côté droit de son système respiratoire. Cette pathologie les cause aussi d'autres problèmes, notamment un trouble de la segmentation des vertèbres thoraciques au niveau de la colonne vertébrale. Son cœur est à droite car cet espace est vide. Comme l'a dit le médecin, le corps n'aime pas le vide, donc le cœur a pris cette place au lieu de sa position habituelle. Sténose de la trachée par l'arc aortique, c'est-à-dire que chez nous, l'arc aortique comprime la trachée. C'est présent, mais pour l'instant, nous ne voyons aucun effet négatif. En grandissant, elle pourrait avoir une déformation de la colonne vertébrale, comme l'a indiqué notre orthopédiste. Vous pourriez développer une bosse, par exemple, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des changements qui commencent à apparaître, mais, encore une fois, personne ne peut rien garantir à 100%, c'est-à-dire que cela peut arriver ou non. Elle a un retard de langage, un retard de croissance, un retard du développement psychoverbal. En général, il y a peu d'informations sur Internet, c'est-à-dire que lorsque j'ai appris cela, j'ai essayé de trouver des cas cliniques décrits. Il y en a, mais littéralement, je crois que j'en ai trouvé 2 seulement. Les statistiques montrent qu'un enfant sur 15 000 naît avec cette condition et que la moitié ne survit pas à 1 an. Mais quand tu la regardes, tu te demandes où est le handicap, on ne le voit pas, c'est un enfant normal. Mais même sans rien y connaître, tu vois sur la radiographie qu'il y a un problème. Voici le poumon qui est là, il apparaît sombre sur la radiographie, mais là où il n'y en a pas, tout est clair. Et ici, on voit même un peu la colonne vertébrale, elle est un peu irrégulière à cet endroit, tu vois. Nous avons un enfant plus âgé, un fils, il a 10 ans. Nous voulions vraiment avoir Tioma et aussi Paulinka, nous les avons planifiés, et pendant environ 1 an, rien ne fonctionnait pour nous, puis enfin, tout est arrivé. Nous étions en train de nous baigner quand j'ai reçu ce service de messagerie courte. Quel genre de service de messagerie courte? Alors, comment va la grossesse? Non, on a mangé dans ce centre commercial, tu te souviens? Deuxième grossesse? Quand je t'ai dit que c'était moi, tu te souviens? Non, j'allais me baigner, on s'est disputé toi et moi, et tu m'as écrit. Non, je me souviens de tout. Tu m'as écrit que tu étais enceinte, tu ne t'en rappelles pas. C'était sans doute ta première grossesse. Et je t'ai contrarié au point que tu n'es pas allé te baigner? Eh bien, la grossesse s'est relativement bien passée. Voilà pour la première moitié. Avant que nous apprenions quoi que ce soit, il n'y avait aucun signe que quelque chose n'allait pas. À 16 semaines. Cette analyse, appelée PRISKO dans nos laboratoires, est un test génétique désormais recommandé et largement réalisé. Cette analyse évalue les risques de syndrome de Down, de Patau et d'autres anomalies chromosomiques. Pour moi, le risque de syndrome de Down était d'1 sur 110, ce qui est jugé élevé. La généticienne du centre périnatal nous a conseillé de suivre la procédure. Quand on perce la poche des os, on prélève du liquide amniotique et c'est là qu'on détermine précisément s'il y a des pathologies chromosomiques ou non. Avant la procédure, une échographie est indispensable. C'est lors de celle-ci que moi. Miam miam. Pendant cette échographie, le médecin regarde et répète sans cesse un mot. Dextrocardie, dextrocardie. On m'a remis la conclusion de l'échographie sur papier, sans aucune explication. Je lis, dextrocardie. À confirmer. Je demande alors à la gynécologue endocrinologue qui me suivait. Là, ils ont écrit dextrocardie, à confirmer, c'est quoi? Eh bien, c'est quand le cœur est à droite. Mais là, c'était tôt, environ 16-17 semaines, donc pas très avancé, ce n'est pas certain. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça un peu à la légère. Une semaine plus tard, l'analyse a révélé un cariotype 46 ischik, soit féminin normal. Aucun syndrome n'a été détecté. Et moi j'étais là, mon Dieu, quelle joie! Papa, nous avons une fille en bonne santé, c'est ce que j'ai dit, une fille en bonne santé, et nous avons tout de suite su le sexe. Mais avec cette dextrocardie, vous savez, ça m'est resté en tête, je devais quand même en savoir plus, voilà. À 20 semaines, j'y vais volontairement pour une échographie. Lors de la dernière, on m'avait signalé une dextrocardie. C'est sûr, votre cœur est à droite, il faudrait aussi aller à Kiev. Et nous sommes arrivés à 23 semaines, moins 1 jour.
Le terme était donc déjà avancé. Il regarde longtemps, très longtemps. J'ai l'impression qu'il cherche quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à le trouver. Votre enfant n'a qu'un poumon. Ici, je ne vois ni bronche ni poumon, il n'y a rien. Le père demande « Comment ça, il n'y a rien ?» C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas imaginer, parce que, vous savez, nous sommes une famille normale, on ne boit pas, on ne consomme rien. Imaginez l'absence d'un organe, c'est comme un cabinet de curiosité. Je l'écoute simplement, je ne pose plus de questions, j'ai déjà une boule dans la gorge, je sens déjà que mon monde s'est effondré. Voilà, c'est tout. Nous sortons et je m'effondre en larmes sur mon mari près de la porte. À ce moment-là, il m'a semblé que tout était fini. Nous trouvons un chirurgien et lui expliquons qu'on vient d'apprendre ce diagnostic et cette pathologie. Comment ça se passe en général? Avez-vous déjà vu des enfants comme ça? Qu'est-ce qui leur arrive? Quel avenir ont ces enfants? Vous devrez absolument refaire une échographie à 32 semaines, car il arrive souvent que d'autres pathologies puissent encore apparaître. Là-bas, ils examinent l'estomac, les intestins, et pour des soucis comme la colonne vertébrale, ils vérifient d'autres choses. On peut vivre avec, mais cela dépend. La première année est cruciale, on peut tomber gravement malade, et là-bas, comme c'est décrit dans les cas cliniques, il y a des pneumonies purulentes. L'enfant peut bien sûr ne pas s'en sortir, mais en principe, il n'a qu'un seul poumon. En général, il augmente de façon compensatoire. Et vous savez, comme chez les nageurs ou les chanteurs, il devient plus grand et il remplira globalement sa fonction. On peut vivre et se développer. Il y a des cas où des personnes ont vécu jusqu'à un âge avancé et, en général, tout allait bien. À Kiev, ils étaient un peu plus optimistes. Quand nous sommes arrivés à Jytomyr, on nous a tout de suite dit « Vous allez interrompre la grossesse ». Ils ont dit exactement ça. Votre enfant mourra d'une pneumonie. Moi, vous savez, je suis arrivée et j'ai saisi l'opportunité. Mais là-bas, les médecins manquaient d'expérience avec ces enfants. Dans toutes les maternités, la mortalité infantile existe, même si un enfant meurt à la naissance parce qu'un seul poumon fonctionne. Eh bien, vous savez comment dire, le pays n'a pas besoin de personnes handicapées. Si tu vois que l'enfant, là, eh bien, il est comme ça. On ne sait pas quel sera son destin, alors ils essaient tout de suite, en quelque sorte, de l'éliminer. Dans de tels cas, je ne me considère pas du tout comme une aventurière. Je pense qu'il faut aussi considérer la famille, le mari et les enfants plus âgés. Si tu sais que ton enfant sera gravement handicapé, sans espoir ni perspective, il faut réfléchir à l'impact sur la famille. Il faut aussi y penser un peu, regarder vers l'avenir. On dirait que oui, mais quand ça t'arrive, d'abord tu comprends que la grossesse est déjà avancée, que c'est déjà un enfant, je le sens, il est déjà là, il bouge beaucoup. Mais malgré tout, moi j'ai signé les papiers pour dire que j'étais d'accord pour l'interruption. Vous partez tout de suite parce que votre terme est déjà limite, donc vous ne pouvez pas attendre, vous n'avez pas le temps. C'est déjà un accouchement artificiel. On te donne une perfusion ou un comprimé. Les contractions commencent et tu accouches du bébé. Qu'est-ce qui leur arrive ensuite? Honnêtement, j'ai même peur d'y penser. Il faut que tous les médecins soient présents. Et là, c'est le week-end, vous allez sûrement venir dans 2 jours. Alors que ce soit comme ça, venez à partir de lundi. Nous sommes partis, nous ne sommes plus jamais revenus. Je me souviens, un dimanche, j'appelle cette médecin dogmatite et je lui dis « Ici, on nous parle d'interruption et il n'y a vraiment aucune autre option. » Ils ont plus d'expérience, comme je l'ai déjà dit, ils ont vu ces enfants, ils comprennent quelles perspectives ils ont. Je les écoutais quand même davantage. Mon mari et moi, nous en avons discuté et nous avons dit que nous irons jusqu'au bout. Il y a des perspectives, il faut saisir cette chance. Après tout, cet enfant est désiré. À la maternité, cette médecin venait me voir et me racontait des histoires comme pour me préparer à accepter que mon enfant serait malade et que c'était à moi de vivre cette histoire. On m'avait programmé une césarienne à 38 semaines et je vois, au début elle était toute grise, puis elle commence à rosir, alors je comprends qu'elle commence à respirer. Elle était allongée dans une couveuse et au début, donc moi j'étais dans ma réanimation, elle dans la sienne, et dès le premier jour, ils lui ont fait une radio. Ils ont aussi découvert un foyer, une petite pneumonie intra-utérine. Des internes venaient, des étudiants venaient avec leurs professeurs, ils montraient, ils expliquaient, vous savez, comme un cas intéressant.
Et donc, quand on nous a finalement laissé sortir à 2 mois, je me souviens que je me suis sentie soudainement apaisée. Je vois qu'elle se développe, qu'elle grandit, qu'elle n'a pas de problème de respiration, même si au début, je me souviens, mon Dieu, j'allais la voir, je vérifiais tout le temps si elle respirait ou pas. Bon, elle avait 1 an quand nous sommes allés en réanimation, puis on nous a envoyé faire une radio pour exclure une pneumonie. Là-bas, ils prennent des photos, font les examens, le médecin sort en courant. « Maman, vous l'avez couverte avec la main ?» Je croyais qu'il savait. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, elle n'a qu'un seul poumon. Lavait le gros bidon, le brochet agitait sa queue, et il nous a beaucoup complimentés. Et les pies sur le saule nettoyaient leurs plumes aussi. Toutes les grenouilles sous les feuilles de bardane se moquaient de nous. Polinochka grandit et se développe, mais on lui a maintenant diagnostiqué un retard du développement du langage. Tout cela, c'est avec l'orthophoniste, avec le spécialiste, nous corrigeons à la crèche et à la maison, et je pense qu'avant l'école, nous serons au même niveau que les autres. Son développement intellectuel m'inquiète, sa parole, sa pensée, le fait qu'elle ait ce retard. Il me semble que c'est logique de toute façon. À la naissance, et peut-être même déjà in utero, elle a souffert d'hypoxie. Là-bas, c'est certain, ils nous l'ont même écrit. Donc pour elle, c'est un peu plus difficile, elle a besoin de plus de temps et tout mûrit aussi un peu plus tard. Oui, la colonne vertébrale, là, même à la radio, puis on voit qu'au niveau du cou, elle est un peu tordue, légèrement. Eh bien, notre orthopédiste dit que pour l'instant, ça ne se manifestera pas chez elle. À l'adolescence, quand la croissance est active, il est possible qu'une déformation apparaisse et personne ne peut dire à quel point elle sera prononcée. C'est impossible à prévoir. Je ne veux pas m'inquiéter à l'avance. Je sais en moi-même ce qui pourrait arriver, je le sais, mais tant qu'il ne se passe rien, je n'y penserai pas. Vous savez, ça ne ferait que te détruire. Elle est allée à la maternelle, en inclusion. À la maternelle, je pensais même qu'elle n'irait probablement pas. Et puis, quand le Covid a commencé, nous non plus, on ne savait pas vraiment comment tout cela était lié aux poumons, justement. Elle va dans un groupe ordinaire, mais elle a son propre assistant qui l'aide et elle a aussi ses propres activités là-bas. Des séances d'orthophonie et de psychologie lui sont prescrites. Une greffe de poumon sera-t-elle possible plus tard? Et ça, absolument. Il me semble que c'est inutile dans ce cas. La greffe de poumon est une opération complexe et si on compare avec le foie, elle n'est pratiquée qu'en dernier recours, quand le poumon ne fonctionne plus du tout. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on fait une greffe. On retire aussi un poumon chez l'adulte pour un cancer ou la tuberculose. Je sais que c'est possible. Il me paraît encore plus difficile pour un adulte, habitué à respirer pleinement, de devoir s'adapter après l'ablation d'un poumon. Et pour elle, au contraire, c'est depuis la naissance, ce poumon. Il s'est habitué, mais il a grandi et surtout, il ne faut pas tomber gravement malade. C'est ça qui m'inquiète. Un enfant reste un enfant. J'ai un mari et un aîné. Eux aussi doivent recevoir de l'attention, donc j'essaie d'être à la fois maman et épouse. Voilà comment je la regarde en général. Eh bien, bravo Polia, bravo, tu n'as pas déçu ta maman.